Dans cet exercice, nous allons étudier une fonction définie par une intégrale, puisqu'on voit que les bornes ici sont variables, et on va effectuer une étude complète de cette fonction. On va séparer l'étude en étudiant la continuité, puis la dérivabilité, puis la classe, et enfin on étudiera les variations et le comportement asymptotique. On va commencer par étudier la continuité de f. Je vais déjà donner un nom à l'intégrande que je peux définir sur R étoile. J'appelle donc petit a de t sinus t sur t carré. Alors cette fonction a, elle est clairement continue, même de classe C infinie, sur les intervalles R plus étoile et R moins étoile. Elle n'est par contre pas continue en 0, ni prolongeable par continuité en 0, puisqu'un équivalent donne que a de t est équivalent à t sur t carré, et donc équivalent à 1 sur t. On voit que la limite en 0 est infinie. Elle tend vers plus l'infini lorsque t tend vers 0 plus, vers moins l'infini lorsque t tend vers 0 moins. Donc on a une fonction qui est C infini sur R plus étoile et R moins étoile, mais qui n'est pas prolongeable par continuité en 0. Ce qui va notamment compliquer l'étude, notamment lorsque x va se rapprocher de 0. Donc on s'attend à avoir une étude plus délicate en 0 quand les autres points réels. Alors pour étudier plus simplement la fonction f, je vais réécrire la fonction en utilisant une primitive de l'intégrande. C'est à ce moment qu'on va utiliser le théorème fondamental de l'intégration qui assure qu'une fonction qui est continue admet des primitives sur cet intervalle. Donc on va noter a, une primitive de l'intégrande petit a sur l'intervalle R plus étoile, et on va prendre le même nom sur l'intervalle R moins étoile. L'existence étant assurée, puisque A est continue sur les intervalles R plus étoile et R moins étoile, on a donc les hypothèses pour appliquer le théorème fondamental de l'intégration. On peut même dire un peu plus, on peut même assurer que A est une fonction qui est de classe C infini sur R plus étoile à valeur dans R, et elle est également de classe C infini sur R moins étoile à valeur dans R, puisque la dérivée de A est égale à petit a étant de classe C infini, la fonction grand A est plus régulière, donc elle sera également de classe C infini. Donc on voit qu'en dehors de 0, il n'y a aucune espèce de problème, puisque f de x va pouvoir s'écrire sous la forme a de 2x moins a de x, et ceci pour tout x appartenant à R plus étoile ou x appartenant à R moins étoile. On peut donc dire que la fonction f est elle-même de classe C infini sur R plus étoile et sur R moins étoile, simplement comme somme est composée de fonctions de classe C infini sur R plus étoile et sur R moins étoile. Donc là, on dispose d'une expression intéressante, puisqu'elle permet d'écrire a à l'aide d'une fonction qui a beaucoup de propriétés, puisque cette fonction est de classe C infini partout, sauf en 0, où on voit que le problème de continuité pour a va rendre l'étude de la fonction f plus délicate. Donc, c'est réglé pour tout ce qui se passe en dehors de 0, maintenant on va s'occuper de la continuité en 0. Pour étudier cette continuité en 0, je vais déjà regarder, puisque lorsque x tend vers 0, tout le poids de l'intégrale, tout le poids de l'intervalle d'intégration va se situer en 0, on va observer le comportement de l'intégrande. Alors on avait déjà observé ce comportement, puisqu'on avait vu que a de t était équivalent à 1 sur t lorsque t tend vers 0. Ce qu'on va voir, c'est qu'en retirant à a de t son équivalent, on va récupérer une fonction plus régulière en 0. Donc on va déjà calculer l'expression, on réduit au même dénominateur, et on va obtenir un équivalent de a de t moins 1 sur t, simplement en utilisant les opérations sur les équivalents, pour voir si effectivement la fonction est plus régulière en 0. Eh bien le numérateur, pour trouver un équivalent, on va utiliser le développement limité de sinus en 0. On sait que sinus t en 0 est égal à t moins t cube sur 6 plus un petit o de t cube en 0. Donc sinus t moins t va être équivalent à moins t cube sur 6. Donc on obtient par quotient d'équivalent moins t cube sur 6 sur t carré, ce qui donne moins t sur 6, qui est bien une quantité qui tend vers 0 lorsque t tend vers 0. Bilan. Si on appelle g de t la fonction qui à t associe a de t moins 1 sur t, avec la condition que g de 0 est égal à 0, on obtient une fonction qui est, elle, continue sur R, puisque en dehors de 0, elle est continue par les opérations usuelles sur les fonctions continues, et elle possède comme limite 0 en 0. Là, on a effectué le prolongement par continuité, où on pose en 0 ce qu'il faut pour obtenir une fonction continue. On va pouvoir appliquer une nouvelle fois le théorème fondamental de l'intégration à la fonction petit g, cette dernière étant continue sur R.
Donc on peut dire qu'il existe, et on va la noter grand G, une primitive de petit g sur l'intervalle R. Je vais maintenant calculer l'intégrale entre x et 2x de g de t dt, qui elle est une fonction continue. Je vais le calculer de deux façons différentes. Déjà, je vais le calculer à l'aide d'une primitive de petit g. J'obtiens g de 2x moins g de x. Et comme la fonction grand G, ne l'oublions pas, c'est une primitive de petit g, c'est une fonction de classe C1 sur R. Elle est donc en particulier continue en 0, ce qui permet d'assurer que la limite lorsque x tend vers 0, c'est g de 0 moins g de 0, par continuité de g, qui me donne 0. Un deuxième calcul, je vais utiliser la linéarité de l'intégrale. Une autre manière de calculer cette intégrale, c'est de l'écrire en décomposant g sous la forme de sa définition. Et on va récupérer l'expression de f de x moins... Alors on va intégrer le log entre x et 2x. Attention, x et 2x ne sont pas nécessairement des nombres positifs, il faut bien mettre les valeurs absolues, mais les propriétés de la fonction logarithme nous assurent qu'on récupère ln de 2 valeurs absolues de x moins ln de valeurs absolues de x, on récupère donc ln de 2. Si on compare donc les deux objets, on vient de démontrer que f de x moins ln de 2 tend vers 0 lorsque x tend vers 0, ce que l'on peut également écrire, la limite lorsque x tend vers 0 de f de x est égale à ln de 2. Donc, la fonction f, qui est définie sous sa forme intégrale, c'est-à-dire l'intégrale entre x et 2x de a de t dt, ça c'est si x différent de 0, et par ln de 2 si x est égal à 0, est une fonction qui est continue sur R, puisqu'elle possède bien comme limite en 0 ln de 2. Donc le problème de la continuité est maintenant totalement réglé. On va maintenant étudier la parité de f, ce qui nous permettra, en cas de réponse positive, de restreindre l'étude de f à l'intervalle R plus étoile. Alors la fonction f, on a vu qu'elle est définie et continue sur R, qui est un intervalle qui est déjà symétrique par rapport à 0. Donc pour étudier la parité, on va se donner un nombre réel, que je vais prendre non nul, puisqu'en 0, il n'y a pas grand-chose à faire. Et je vais calculer f de moins x, et je vais essayer de voir s'il existe une relation entre f de moins x et f de x, ou éventuellement son opposé. Donc lorsque x est différent de 0, on obtient que f de moins x est égal à l'intégrale de sinus t sur t carré dt. Pour pouvoir comparer cette intégrale avec les bornes qui sont égales à x et moins x, on va faire un changement de variable qui va changer le signe des bornes, puisque nous on veut comparer ça à l'intégrale entre x et 2x. Donc la bonne façon d'aborder ça, c'est de faire le changement de variable affine qui a u associé moins t, qui est bien de classe C1. L'élément différentiel se calcule directement, puisque du sur dt est égal à moins 1. On fait le changement de variable, l'intégrande devient sinus de moins u, le tout divisé par, attention parenthèse, moins u au carré multiplié par moins du. Les bornes, elles, sont modifiées en x et 2x, puisque quand t varie entre moins x et moins 2x, moins t, c'est-à-dire u, va varier entre x et 2x. On n'a plus qu'à regarder ce qui se passe au niveau de l'intégrande. Le moins ici est éliminé par le carré. La fonction sinus étant impaire, moins sort du sinus et se simplifie avec le moins de l'élément différentiel. On récupère donc exactement f de x. On vient donc de montrer que f de x est égal à f de moins x pour tout x appartenant à R étoile. En 0, l'égalité est automatiquement vérifiée. On vient de démontrer que la fonction f est paire. Le bilan de cette étude, c'est que dorénavant, on va se contenter d'étudier la fonction f sur l'intervalle R plus étoile. On va maintenant étudier la classe de la fonction f sur R. On va essayer de démontrer qu'elle est de classe C1. Donc je vous rappelle qu'on restreint l'étude à l'intervalle R+, puisque la fonction est a priori paire. Alors je rappelle ce qu'on a déjà obtenu. On avait déjà obtenu que f de x s'écrivait à l'aide d'une primitive de petit a sur l'intervalle R plus étoile, ce qui nous avait déjà permis de justifier que f était une fonction de classe C infini sur R plus étoile, comme somme est composée de fonctions de classe C infini sur R plus étoile. Bon, donc ça va me permettre de calculer la dérivée de f, puisque f, je viens d'obtenir qu'elle est C infini comme somme est composée de fonctions de classe C infini, donc je la dérive. On dérive la composée, on va récupérer 2 petit a de 2x, puisque je vous rappelle que grand A est une primitive de petit a, moins a de x. On va pouvoir exprimer maintenant ça à l'aide de l'intégrande, donc on obtient sinus de 2x sur 2x le tout au carré, donc sur 4x au carré, moins sinus de t, moins sinus de x sur x carré.
En utilisant la formule de sinus de 2x qui est égale à 2 sinus x cosinus x, on peut simplifier les facteurs 4 qui interviennent au numérateur et au dénominateur. Puis pour obtenir une expression plus simple, on va factoriser sinus x sur x carré pour obtenir le résultat factorisé suivant. Alors le fait de connaître la dérivée sur r plus étoile va faciliter la recherche de la classe de la fonction. On va utiliser le théorème de la limite de la dérivée. Puisque le théorème de la limite de la dérivée est parfaitement adapté à ce que l'on veut démontrer, on veut démontrer d'une part que la fonction f est dérivable en 0 et que la dérivée est continue en 0. Or, si on rappelle les hypothèses dont on a besoin pour utiliser ce théorème, on a une fonction f qui est continue sur R. C'est ce qu'on avait démontré à la première question. F est, à ce stade, dérivable sur R étoile. Elle est même C infini sur R étoile avec ce qu'on a raconté au début. Moralité, si on arrive à montrer que la limite de la dérivée en 0 existe et qu'elle est finie, on aura, grâce au théorème de la limite de la dérivée, montré que la fonction f est dérivable en 0 et que la limite de la dérivée, c'est la valeur de la dérivée en 0, mais aussi que la dérivée sera continue en 0. Donc on va s'intéresser à la limite de la dérivée. Pour calculer la limite de la dérivée, on va déjà regarder si la limite se calcule directement. Ici, sinus x tend vers 0, le dénominateur tend vers 0, ce terme tend vers 0, on a une forme indéterminée du type 0 sur 0. Donc il va falloir ici lever cette forme indéterminée pour pouvoir utiliser le théorème de la limite de la dérivée. Bon, étant donné que l'expression elle est totalement factorisée, on va utiliser les équivalents. Donc je sais que sinus x est égal à une expression factorisée, sinus x sur x carré, facteur de cosinus x moins 1. Donc pour récupérer un équivalent, il suffit de calculer un équivalent de chacun des termes. Sinus x est équivalent à x, x carré est équivalent à lui-même, et cosinus x moins 1 est équivalent à moins x carré sur 2. Si vous simplifiez l'expression obtenue, vous allez récupérer que le tout est équivalent à moins x sur 2. Donc, on en déduit que la limite de f' lorsque x tend vers 0, c'est 0. Donc, alors là, on a une cascade de propriétés. Déjà, f est dérivable en 0, et f' de 0 est égal à 0. De plus, la dérivée est continue en 0, puisqu'on a montré que la limite de la dérivée en 0, c'est 0, qui correspond à la valeur de la dérivée en 0. Donc on récupère que la fonction f, elle est de classe C1 sur R tout entier, puisqu'elle est de classe C1 sur R étoile, et qu'on a montré que la dérivée, elle est continue en 0, et que la fonction est dérivable en 0, évidemment, ça c'est ce qu'on avait montré dès le début. Donc voilà une utilisation du théorème de la limite de la dérivée qui permet de démontrer les deux propriétés à la fois. Intéressons-nous maintenant aux variations de f, qu'on va étudier simplement sur R plus étoile à cause de la parité de la fonction. Pour étudier les variations de f, il nous faut déterminer le signe de la dérivée. Or, on a une expression de cette dérivée qu'on a calculée dans la question précédente. Je vais essayer de faire apparaître le signe de cette expression. Donc je vais déjà mettre en avant ce qui est positif. Donc 1 moins cosinus x, c'est positif, x carré, c'est positif. On voit donc que le signe de la dérivée va dépendre directement du signe de moins sinus x. Pour déterminer le signe de la dérivée, donc on s'est déjà assuré pour faire intervenir un facteur ici qui est positif. Donc le signe, il est donné par le signe de sinus de moins x. Après, il suffit de parcourir le cercle. Quand on est ici entre 0 et pi, le sinus est positif, donc son opposé sera négatif, la dérivée sera négative, donc f va être décroissante sur cet intervalle. Quand on est entre pi et 2pi, le sinus y est négatif, son opposé est positif, la fonction va être croissante. Puis on revient à la position initiale, donc on va avoir le motif décroissant-croissant qui va se répéter indéfiniment. Donc on est décroissant entre un multiple entier pair de pi et un multiple entier impair de pi. Et quand on est entre un multiple impair et un multiple impair de pi, on est croissant. Donc on a une fonction qui va effectuer des oscillations. On peut même dire qu'elle possède des extrémas locaux sur tous les multiples de pi, qui sont certes des points critiques, mais l'étude des variations a démontré que c'était des maximums et des minimums locaux, selon qu'on soit un multiple pair ou selon qu'on soit un multiple impair. Donc maintenant, il s'agit de savoir si notre fonction va faire des oscillations amorties ou des oscillations amplifiées lorsque on se place au voisinage de plus l'infini. Donc c'est l'étude en plus l'infini qui va maintenant nous intéresser pour pouvoir tracer le graphe de f sérieusement. Pour calculer la limite en plus l'infini de la fonction f, bon, je vais déjà analyser la forme intégrale de la fonction f, et on va voir qu'il va y avoir deux forces qui vont s'opposer.
Bon, il y a déjà l'intégrande. L'intégrande, lorsque on se place sur l'intervalle x 2x, x devient très très grand. Comme le sinus est borné, c'est la fonction t qui va l'emporter. Donc a priori, la fonction, elle va être attirée vers 0. Le problème, c'est que l'intervalle d'intégration, il mesure x, puisque quand on intègre entre x et 2x, la longueur de l'intervalle mesure x. Donc on a effectivement deux effets qui se posent. Il y a la fonction sous l'intégrale qui va se rapprocher de la fonction nulle, et il y a la longueur de l'intervalle d'intégration qui, lui, va tendre vers l'infini. Donc ce qui rend difficile, quelque part, l'interprétation de ce qui va se passer en plus l'infini. Donc qui va l'emporter? Est-ce que c'est l'intégrande qui va vite vers 0, ou est-ce que c'est la longueur de l'intervalle d'intégration qui va augmenter l'aire de la courbe arbitrairement? Alors en fait, ce qu'on va voir, il faut faire un choix, il faut faire un choix. Moi, je vais miser sur le fait que c'est l'intégrande qui va aller plus vite vers 0 que l'intervalle d'intégration. Donc je vais essayer de majorer l'expression de la valeur absolue de f par un terme qui tend vers 0. Les valeurs absolues étant fondamentales, puisque ça va nous permettre de majorer des quantités qui sont positives. Alors déjà, comme x est positif, on a déjà x qui est évidemment plus petit que 2x, ce qui va me permettre d'utiliser ma première inégalité classique. La valeur absolue de l'intégrale est majorée par l'intégrale de la valeur absolue. Les bornes sont bien dans le bon sens, ça marche bien. L'intérêt, c'est que maintenant, sous l'intégrale, je vais avoir des quantités qui sont positives. Or, majorer des produits de termes positifs, ça revient à majorer chaque terme. Comme le sinus est borné, c'est pas lui qui va nous intéresser lorsque x tend vers plus l'infini, c'est donc le terme que je vais choisir d'éliminer. Je vais majorer la valeur absolue de sinus par 1, qui va me permettre de calculer cette intégrale. Alors cette intégrale, je peux la calculer en intégrant 1 sur t carré, qui s'intègre en moins 1 sur t, entre x et 2x. Or, cette intégrale, elle est facile à calculer. On obtient moins 1 sur 2x plus 1 sur x. Cette intégrale, elle vaut donc 1 sur 2x. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer ici? On vient de démontrer que quel que soit x strictement positif, la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à 1 sur 2x. On peut donc appliquer le théorème d'encadrement, puisque cette valeur absolue, elle est en outre positive. On récupère donc par théorème d'encadrement que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à 0. On peut donc en déduire que les oscillations de f, elles sont plutôt amorties. La fonction, elle va s'écraser autour de l'axe des abscisses. On va maintenant construire le graphe de la fonction f en utilisant les variations de la fonction et toute l'étude qu'on a pu mener. Donc, j'ai le tableau de variation sous les yeux. Alors, je sais qu'en 0, ma fonction, elle prend la valeur qu'on avait calculée, elle prend la valeur ln de 2. Notre fonction va donc effectuer des oscillations. Elle va atteindre son minimum en pi, puis elle va atteindre un maximum local en 2π, puis un minimum local en 3π, puis un maximum local en 4π, etc. en 5π, mais on voit que les oscillations, elles vont s'amortir de plus en plus. Donc la courbe, elle va s'enrouler quelque part autour de l'axe des abscisses, avec des oscillations qui sont de plus en plus petites. Il suffit ensuite de compléter le graphe en effectuant une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, et dans ce cas-là, on aura la courbe complète.